En fait, pour moi, avant, ne pas avoir d'argent, c'était être libre, parce que j'avais rien à perdre, tu vois. Mais mec, putain, c'est quoi cette mentalité? Donc je me suis dit, il faut absolument que je rencontre un créateur de contenu. Il va me partager ses secrets, et moi aussi, je vais réussir. Donc j'ai monté 7 TikTok, je les ai postés un par jour. Et ça a fait 500 000 vues, 600 000 vues, etc. Ça a pété. J'ai gagné 30 000 abonnés, tu vois, en une semaine. Il y a trop de gens qui sont salariés et qui devraient pas l'être. Et donc il y a toute cette zone en fait de gens misérables qui sont contraints à obéir à des règles qui leur plaisent pas, qui les intéressent pas. L'hypnose, c'est aussi un jeu d'attente. Si tu t'attends à te faire hypnotiser, tu vas te faire hypnotiser. Ça va, Antoine? Haïm, on se connaît depuis pas mal de temps, on partage la même salle de sport. Je te connais parce que tu m'as invité dans tes soirées folles à Lyon, chez les Pirates. Exactement. Et je me suis dit, ce gars est très cool, et ça serait cool de continuer à le fréquenter. Et toi, alors c'est un peu particulier parce que tu es dans l'hypnose, et tu as monté un business de formation là-dedans. Tu crées du contenu, tu t'es notamment fait connaître avec des TikTok dans lesquels tu hypnotises les gens dans la rue. Effectivement, ça c'est tout récemment, il y a à peu près 1 an et demi. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec ça. J'aimerais qu'on creuse un petit peu dans ton histoire, les zones d'ombre, ce que tu ne montres pas forcément et ce qui peut intéresser les entrepreneurs qui nous suivent et qui se lancent aussi et qui savent pas trop quelle stratégie appliquer, par où aller, etc. D'abord, est-ce que tu peux m'expliquer un peu concrètement ce que tu fais, comment fonctionne ton business model? Ensuite, me raconter un petit peu ton histoire, comment tu as découvert ce truc-là. Ok, ouais, la question est hyper large, mais du coup je peux te répondre. En fait, moi mon objectif c'est de devenir l'hypnotiseur le plus rapide du monde, donc de découvrir les techniques les plus rapides du monde pour hypnotiser n'importe qui. Et de cette idée-là, j'en ai créé du coup des formations. Donc il va y avoir 2 formations pour plus parler directement de business model. 2 formations, une sur l'auto-hypnose, une sur l'hypnose. Alors ça c'est tout récemment que j'ai refait de cette façon-là, et je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé à cette conclusion-là, et ça pourrait être intéressant d'en parler, quoi. Et puis une formation physique où je vais hypnotiser des gens dans la rue avec une équipe de environ 10 personnes, avec des élèves, 10 élèves environ, Ok. pendant un week-end. Voilà. Comment t'en es arrivé là? Alors, Comment cette histoire a commencé? quelle histoire? L'histoire de l'hypnose ou l'histoire de la création de contenu et des formations? Les deux. L'histoire de l'hypnose, elle a commencé quand j'avais 14 ans, du coup. Ouais. J'étais dans la rue et j'étais en train de me balader avec des amis. Et puis, j'étais quand même assez jeune, hein. Et là, je vois un mec un peu chauve au loin qui commence à mettre des gens par terre. Donc, on se rapproche. Et puis, on voit que c'est un hypnotiseur, quoi. Et moi, j'y croyais pas du tout. En fait, j'ai eu la réaction normale qu'ont la plupart des gens quand ils voient un hypnotiseur. Je trouve ça complètement bizarre, t'y crois pas. Mais j'ai quand même regardé. Et ce mec a commencé à hypnotiser tous mes potes. Il les a tous mis par terre. Il a fait des trucs de fou. Il leur a fait oublier leur prénom. Il leur a fait oublier mon existence, etc. Et j'étais choqué. Mais vraiment, ça m'a retourné le cerveau ce jour-là. T'avais Et quel âge? j'avais 14 ans. Ok. Et du coup, je suis allé le voir et je lui ai dit, comment tu fais? Je veux aussi apprendre à faire ça, quoi. Et en fait, il avait plus de voix, il en avait marre, il avait hypnotisé toute la journée. Aujourd'hui, je peux me mettre à sa place, c'est chiant, quoi. Et il m'a juste donné la référence d'un livre. Il m'a dit, va lire ce livre. Ce livre, c'était La Voix de l'inconscient d'un hypnotiseur que je respecte beaucoup, qui s'appelle Jean-Emmanuel Combes. Et c'est lui qui a introduit l'hypnose en France, enfin l'hypnose de rue en France. Et du coup, j'ai lu son livre, j'ai acheté son livre qui coûtait un peu une blinde à l'époque pour moi. Ça coûtait genre 50 euros. Donc j'ai négocié avec un pote parce que jamais ma mère elle allait m'acheter un livre sur l'hypnose. Je trouve ça trop bizarre, quoi. Et du coup, on a acheté ce livre ensemble et j'ai appris l'hypnose comme ça. Après, les formations et la création de contenu, c'est différent, c'est une autre histoire, quoi. Ok. Donc t'as 14 ans, tu tombes sur un gars qui endort des gens dans la rue. Ouais. Il te recommande un bouquin. Tu lis le bouquin et t'apprends avec le bouquin à hypnotiser les gens. C'est ça. Et un mois plus tard, on peut apprendre à hypnotiser des gens juste en lisant un bouquin. Alors, ça prend du temps, mais ouais, les bases, tu peux les avoir en lisant un bouquin. Ok. Pour commencer à avoir des premiers résultats, tu peux les avoir en lisant un livre, quoi. C'est quoi le mécanisme qu'il y a derrière? Parce que pour beaucoup de gens, l'hypnose, c'est un truc où tu vas voir un spectacle, tu sais pas vraiment si c'est vrai ou si les mecs sont des complices. Ça te paraît parfois un peu exagéré. Tu te dis, est-ce que le mec peut vraiment me faire la poule, tu vois? C'est quoi le mécanisme psychologique ou physique qu'il y a derrière ça? Alors, je vais pas rentrer dans des détails parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures. Ouais. C'est parce qu'on rentre dans des notions hyper complexes de ce qu'est la conscience humaine. Mais par contre, pour simplifier les choses, parce que je pense que tout le monde fait l'expérience de ce que c'est que l'hypnose. Et l'expérience, je pense, la plus intéressante, c'est quand on va s'endormir le soir. Ouais. Tout le monde dort. Je pense que 100% des gens, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, ils vont dormir. Et dormir, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. On vient se mettre sur un espèce de
de truc en mousse là, énorme, et on perd connaissance et on commence à rêver. Et quand on rêve, et on rêve tous les soirs, a priori, on est projeté dans des réalités qui sont étranges parfois. On oublie qui on est avant, on oublie qu'on est en train de dormir. Une personne qui était notre femme ou notre ami, notre meilleur ami, juste avant, là, ça peut devenir quelqu'un de complètement différent. On peut avoir une autre vie, d'autres amis, on peut même voir des monstres et penser que ces monstres existent réellement. Et c'est un truc que tout le monde fait l'expérience de ça tout le temps et tout le monde trouve ça normal. Personne ne me prendrait pour un fou si là je dis que hier j'ai rêvé que mon père se transformait en monstre et essayait de me manger. Les gens trouveraient ça peut-être drôle. Tu vas en parler? Ouais, mais on pourrait en discuter, faire une psychanalyse bizarre dessus. Mais par contre, les gens ne me prendraient pas pour un fou. Ouais. Parce qu'en fait, le cerveau de n'importe qui crée en permanence la réalité qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. C'est pas que dans les rêves. Et c'est juste que dans les rêves, vu qu'on on perd connaissance, on perd une partie de la conscience qu'on a habituellement. Eh bien, on peut se permettre de rêver, on commence à vivre des choses qui sont incroyables. Donc on fait tous en fait déjà l'expérience de l'état sous hypnose quand on dort, quand on rêve. Alors, c'est pas vraiment l'hypnose. L'hypnose, c'est légèrement différent, mais le fait de se projeter dans des réalités complètement différentes de cette réalité qu'on vit habituellement, on le fait en permanence. Et en fait, c'est un truc qui est tout à fait normal. L'hypnose, c'est simplement le fait de reproduire ça de façon un peu plus artificielle et pour un objectif qui va être différent. Mais chaque cerveau en est capable. Voilà. Okay. J'espère que ça répond à ta question. Ok. Et donc, pour mettre quelqu'un en état d'hypnose, évidemment, tu l'endors pas, mais tu arrives à changer son état de conscience avec des mécanismes physiques, avec ta voix, avec... Oui, c'est juste en fait, je parle à la personne, je la guide. Et c'est un petit peu comme si chaque personne était au volant d'un véhicule. Donc imagine le véhicule Antoine, là. Voilà. Tu tournes à droite, à gauche, voilà, tu fais ta vie. Tu prends une côte, machin. Et puis un hypnotiseur, c'est juste quelqu'un qui va toquer, qui va dire est-ce que tu peux me laisser rentrer et te guider pour aller à droite, à gauche et tout ça. Et en fait, ça, je vais te le dire concrètement. Je vais dire écoute-moi, laisse-toi aller simplement à ce que je vais te dire. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Tu vas me dire oui. Et tu vas te laisser guider. Tu vas simplement te laisser guider par ma voix. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, avec l'hypnose, tu vois, tu as des gens qui arrêtent de fumer. Enfin, c'est utilisé comme une thérapie aussi, qui est assez efficace pour certaines personnes. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Des gens qui vont être que ça va être plus difficile, j'imagine, de les hypnotiser que d'autres, et des gens avec qui ça va marcher en 3 secondes. Alors oui, il y a des gens qui vont devoir apprendre à se lâcher prise. Il y a des gens qui l'ont directement. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, non, j'ai trop peur de perdre le contrôle » ou « J'ai toujours le contrôle », ce qui est complètement fou. On n'a jamais le contrôle de nos comportements. Mais en tout cas, il y a des gens qui aiment avoir cette sensation d'avoir le contrôle. Et eux, il va falloir faire plus un travail pour les aider à lâcher prise, quoi. Ouais. Voilà. Alors, donc tu découvres l'hypnose. Donc à 15 ans, tu sais hypnotiser des gens. À 15 ans, j'ai hypnotisé des gens. Ouais. Ok. Assez mal, mais je sais le faire. Tu fais quoi? Tu fais avec tes amis, avec ta famille? Concrètement, si tu étais à Amiens un samedi après-midi en 2000, il y a longtemps, il y a 11 ans, tu me verrais dans la rue, habillé n'importe comment, en train d'arrêter des adultes, des passants pour les hypnotiser. Donc direct, l'expérience de la rue. Ouais, tout de suite. Ouais. Okay. Ça, j'imagine que c'est hyper formateur. C'est un peu comme les dragueurs de rue, tu vois, qui veulent apprendre très vite, ils vont dans la rue parce que c'est le domaine justement dans lequel tu vas être confronté à la réalité, quoi. Exactement, ouais. Et c'est surtout dans la rue, tu dois pas perdre de temps. Tu dois gérer un contexte qui est horrible parce que tu as du bruit, tu as des gens, etc. Et donc, c'est pas apte à la relaxation. On n'est pas obligé de relaxer les gens pour les hypnotiser, mais généralement, c'est ce qu'on fait. Et en plus, tu dois aller vite parce que les gens, ils ont pas 20 minutes, quoi. Donc, à l'époque, tu fais ça, tu le filmes pas, tu fais juste ça avec tes potes. Je le filme pas, non, à l'époque. Je fais juste ça vraiment dans la rue pour m'amuser. Okay. Je sortais tous les jours dans la rue. Donc c'est intéressant. Donc t'as pas repéré une tendance TikTok et tu t'es dit je vais faire pareil. En fait, c'est un truc que tu faisais déjà bien avant. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, tu l'as juste filmé et ça a marché, quoi. C'est un peu plus long que ça, c'était un peu plus complexe parce que j'ai commencé quand même les réseaux il y a 8 ans. Et avant, je savais pas ce que je faisais, quoi. J'étais jeune, je balançais juste des vidéos, je filmais mes séances. Ça marchait un petit peu. Et puis j'ai attiré des gens qui étaient intéressés par l'hypnose. Et en fait, je me suis dit que je pouvais en vivre, quoi. Okay. Quand je voyais des gens qui vivaient de ce qu'ils faisaient sur Internet. Avant d'en arriver là, donc là, à ce moment-là, tu découvres l'hypnose, tu développes tes compétences là-dedans, tu t'intéresses au sujet. À quel moment tu dis que tu pourras en faire ton métier? À ce moment-là, tu te diriges vers quel genre de métier? À ce moment-là, waouh. Quand j'étais jeune,
J'étais très intéressé par le dessin. J'étais un ami qui s'appelle Webdessin d'ailleurs, vous pouvez aller le voir sur internet. Il a arrêté les vidéos, mais là je le pousse à reprendre. Et on faisait des vidéos ensemble. Enfin, avant de faire des vidéos, pardon, on dessinait ensemble. Lui, il était freelance, il était freelance dans la BD, et je voulais être dessinateur de BD à la base, à la toute base des bases. J'étais même prof de dessin à un moment. Donc rien à voir, quoi. Ça va, Antoine? Ouais, tu hypnotisais. Non, je réfléchis à ce que tu me dis. Donc, ouais, donc voilà, prof de dessin. Et à quel moment tu dis, bah non, en fait, je vais devenir hypnotiseur professionnel et je vais vendre des formations. Comment tu passes, comment tu découvres, parce qu'on a tous une histoire. À un Ouais. moment, on a découvert ce truc et on s'est dit, putain, ça peut matcher avec ce que j'ai envie de faire, quoi. C'est quoi ton déclencheur à toi? Waouh, alors ça c'est une histoire, ça c'est une longue histoire, ça. Si je rentre dedans, ça risque. Après, on a le temps normalement. Vas-y, On a on a un le peu de temps. temps. Ok. Je vais essayer de la condenser au maximum quand même. Vas-y. Je pense que cette histoire, c'est où je me suis dit que je peux vraiment en vivre et bien en vivre, c'est quand j'ai rencontré Chris. Tu sais, c'est un de mes meilleurs Ouais. potes, poisson fécond. Ouais, c'est le youtubeur Poisson Fécond, ouais, Ouais. qui Et était ça, à Lyon avec toi et que je connais bien aussi. exactement. Ouais. J'ai habité quelques temps avec lui aussi quand j'étais à Lyon. Et ça, pour le rencontrer, c'était vraiment un délire. Je sais même pas si Chris est au courant de cette histoire, Vas-y. de comment je l'ai rencontré. J'ai jamais raconté ce truc-là. J'ai raconté très peu. Mais je pense que c'est ça qui m'a vraiment lancé. Et c'est vraiment. En vrai, c'est une histoire intéressante parce que c'est vraiment très bête comment je l'ai rencontré. En fait, j'avais cette espèce de. Quand j'ai commencé les vidéos, donc à peu près 2 ou 3 ans après avoir commencé l'hypnose, j'avais une sorte de croyance un peu bête. Et je me disais que les youtubeurs, les créateurs de contenu, ils avaient des secrets, tu vois, pour réussir sur internet. J'en étais persuadé. Et que moi, j'étais pas au courant de ce secret, c'est pour ça que mes vidéos fonctionnaient pas. Mm. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je rencontre un créateur de contenu. Il va me partager ses secrets. Et moi aussi, je vais réussir. Vraiment, j'en étais Ouais. persuadé. C'était aussi con que ça. Donc à ce moment-là, tu faisais déjà des vidéos. Je faisais des vidéos. Tu montrais quoi dans tes vidéos? Je montrais juste mes séances, je les filmais, tu vois. Dans la rue et tout? Alors, sur des amis, c'était pas encore dans la rue. Ok. C'était vraiment, j'hypnotisais des gens dans la rue, ce qui était bête d'ailleurs, je pourrais. Enfin bref. Et ensuite, je les invitais chez moi, et après, je les hypnotisais chez moi, une deuxième fois. Pour faire Ok. un mini-jeu, pour faire un Et truc. tu faisais quoi, des vidéos de 10 minutes où tu Je racontais? faisais des vidéos de 15 minutes, ouais, 15-20 minutes, je faisais un montage éclaté derrière. Ok. Et ça marchait pas, ça faisait pas de vues. Ça faisait. Alors là, aujourd'hui, elles sont peut-être à 80, 100 000 vues, tu vois, mais à l'époque, non, ça faisait aucune vue. Ok, bah c'est quand même pas mal. Ouais, mais c'était. Moi j'aimerais bien avoir mes vidéos de l'époque qui font 80 000 vues aujourd'hui. Bah, et j'en ai vu quelques, enfin, certaines qui ont un peu pété, quoi, mais. Ok. Et puis, vraiment, c'est horrible, hein, j'hypnotisais vraiment mal à l'époque. Donc t'avais pas, donc t'avais pas encore vraiment la technique, le machin. Ouais. Et là tu rencontres Chris, vas-y, donc continue ton histoire. Alors, c'est surtout comment j'ai rencontré Chris, qui est assez étrange, tu Ouais. vois. Donc, j'avais vraiment cette envie-là. Je me suis dit, comment rencontrer un créateur de contenu. Et tu sais, à l'époque, c'était la grande époque de Tipeee. Il y avait plein de créateurs qui faisaient des Tipeee. Et tu avais le colloque de Chris. Et à l'époque, je ne connaissais même pas sa chaîne, Poisson Fécond. Mais je suivais bien la chaîne de son colocataire, qui s'appelait Romain Tea Time. Et lui, à l'époque, il proposait un Skype ou un café contre 50 euros. Donc tu lui filais 50 balles sur Tipeee et tu pouvais l'appeler 1 heure au téléphone ou aller boire un café pendant 1 heure avec lui. Sauf qu'il habitait à Grenoble et moi j'habitais dans le nord de la France. Et j'étais jeune et j'avais pas d'argent, vraiment j'avais pas de thunes du tout. Et encore une fois, ma mère n'allait jamais accepter de donner 50 balles à un type, surtout les youtubeurs à l'époque. C'était vraiment un métier, c'était pas un métier justement. Ouais. Et jamais ma mère allait accepter ça. Du coup, moi je lui donne. Alors attends, ah ouais, c'était particulier. En fait, j'avais une PS Vita. C'était Noël et ma mère m'avait offert une console qui est nulle en plus. C'était la PS Vita, elle était éclatée. Et en fait, j'ai demandé à un pote qui avait 18 ans de la revendre pour moi. Et il a réussi à la revendre à 50 euros pile. Avec ces 50 balles, j'ai demandé à ma mère de les utiliser pour payer Romain Tea Time. Et ensuite, j'ai pu m'organiser. Alors, c'était un délire, mais j'ai pu m'organiser un Skype, puis un café en négociant avec ma mère de me payer un train parce que j'allais dans le sud à ce moment-là. Ouais. Enfin bref, un délire. Et avec ça, j'ai pu rencontrer Romain. On s'est bien Ok. entendu. Je Ouais, suis donc allé. t'as quand même bossé quoi pour essayer de rencontrer des Ah, mais youtubeurs. genre, j'étais obsédé, Ouais. je voulais savoir, tu vois. Et puis ensuite, j'ai pu rencontrer Romain, on s'est hyper bien entendu. On a fini l'après-midi ensemble en train de jouer torse à poil dans sa chambre à un jeu de requin. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Chris, du coup, ce jour-là. Et il m'a invité 3 jours chez lui, et c'est avec ça que j'ai pu rencontrer Chris beaucoup plus longtemps, parce que Chris faisait aussi l'hypnose à l'époque, donc on est parti Ok. hypnotiser ensemble. Et c'est ça vraiment qui m'a lancé dans le monde de la création de contenu, et dans le monde aussi d'Internet en général, parce Ouais. que Chris, il est hyper dans le partage, tu vois. Donc il t'a expliqué, il a vu que tu avais une chaîne YouTube, Ouais. tu en as parlé.
et il t'a dit voilà ce que tu peux faire pour améliorer tes performances, pour faire du meilleur contenu, pour avoir plus de vues, etc. Oui. Il t'a accompagné, il t'a partagé. Il m'a beaucoup accompagné, mais étrangement, il n'y avait aucun secret en fait. Enfin, vraiment, il y a pas de recette magique, quoi. J'ai pas, absolument pas découvert ce que je pensais en arrivant là-bas, quoi. C'est c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus complexe, ouais, c'est complexe, quoi. Il faut étudier le système en fait, c'est ça? Il faut étudier le système, il y a tellement de rouages. Ouais. C'est Chaque étape, il faut comprendre voilà, ce qui marche, prendre des modèles. ouais. Sur toutes les je crois que j'ai rencontré des centaines de créateurs différents, des centaines d'entrepreneurs. Enfin, j'en ai rencontré plein. Ils m'ont tous partagé des trucs, mais le seul truc qui a fonctionné, que j'ai l'impression, c'est juste faut itérer rapidement. Ouais. C'est pour ça que ta méthode des petits produits, je la trouve hyper Mm. intéressante. On y viendra peut-être après, parce que c'est ce que j'ai aussi sélectionné au bout d'un moment après avoir testé plein de choses. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu itères hyper vite, quoi. Ouais. Tu recommences, et en fait, au bout d'un moment, tu vas choper des informations que tu n'aurais jamais chopées en faisant ça. Mm. Bref. Intéressant. Donc tu lances, enfin, t'as ta chaîne YouTube, tu rencontres Chris qui donne plein de conseils. À ce Ouais. moment-là, tu appliques ces conseils et tu vois une différence? Non. Bah, rembourser, Mais non, rendez parce les que 50 balles. mais non, mais vraiment, c'est ce que je te dis. On Ça a s'est fait testé plein de trucs. progressivement, quoi. Ok. On a testé plein de trucs, on a essayé d'analyser, etc. Tu dis on, donc c'est cool. Donc il te chapeautait un petit peu, il regardait ce que tu faisais, il te Ouais, faisait des mais de retours, ouf. etc. Non, mais il m'a aidé comme jamais personne m'a aidé. Genre, mais j'habitais chez lui à un moment. Enfin, Ouais. tu vois, c'était. Enfin, tu vois, Chris, maintenant, c'est un peu comme un membre de ma famille, tu vois. Ouais. Et, non, non, on faisait des trucs, enfin, on testait plein de choses, machin, mais en fait, il n'y a pas de formule magique, quoi. C'est parce que au fond, tu traites avec des humains, tu vois. Et l'humain, personne a compris la recette aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc tu itères progressivement ta chaîne YouTube. Donc on est toujours sur YouTube à l'époque, hein. On Ouais. est vers quand là à peu près? Mes premières vidéos, c'était en 2014, donc Chris, c'était 2 ans plus tard, je dirais Ok. 2016-2017, ouais. 2016-2017. Ouais, donc Ouais. finalement on s'est lancé un peu en même temps toi et moi. Et donc à ce moment-là, donc ok, donc ça commence à marcher mieux pour toi. Mhm. Tu commences à te dire, donc à ce moment-là, t'es quoi? T'es toujours étudiant à côté ou Ouais, ouais, je suis au lycée à l'époque quand je rencontre voilà, donc Chris. tu vis toujours chez tes parents, enfin Ouais. c'est toujours eux qui te financent, etc. À ce moment-là, est-ce que tu commences à te dire, tiens, parce que Chris il en vivait à ce moment-là, Mhm. tiens, est-ce que je pourrais pas moi aussi en vivre et prendre ma liberté ou en tout cas vivre de ma passion? Pas vraiment, non. Non, non, j'étais plus intéressé. Enfin, je me concentrais que sur l'hypnose et la création de vidéos. Et je réfléchissais pas encore en termes de système pour en vivre. Ok, En fait, je savais que au bout d'un moment, j'allais plus avoir le choix. ouais, Parce que j'ai jamais fait un métier classique, quoi. Enfin, si en stage, le seul métier classique que j'ai fait, c'était en stage de troisième. J'ai bossé 2 semaines dans une entreprise. J'en avais des nausées. Ça m'a traumatisé, ouais. ce truc. Pourquoi? Je crois que le truc alors, c'était un sketch, hein. Je pense que ça aurait traumatisé n'importe qui. C'était un vrai sketch. Mais alors, je me levais le matin, c'était à côté d'une usine. Ça puait la croquette de chien. je, te, je te jure vraiment, ça puait la croquette de chien tout le temps. Parce que c'était à côté d'une usine de croquettes de chien. Et c'était un truc qui faisait des vêtements de moto, etc. Je sais même plus ce que je faisais là-bas. Et du coup, je devais observer un peu. C'était un stage d'observation. C'était ça le deal. Et puis moi, à l'époque, j'essayais de faire je me renseignais sur comment créer un blog, tu vois. Et c'était la grande époque des blogs. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de faire un blog sur le dessin et d'en vivre. Ouais. Et je parle à un moment de ça, parce qu'il y avait un petit pot de départ, parce qu'il y avait un salarié qui partait, je crois. Et le soir, j'en parle à quelqu'un de l'entreprise. Et il me dit, non, mais jamais tu vas réussir à vivre en faisant des trucs sur Internet, c'est impossible. Moi, je rentre chez moi, je fais ma lessive, après, j'ai plus le temps pour moi. À quel moment tu pourrais vivre de ça sur Internet? Et il me dit ça en étant complètement bourré, les yeux injectés de sang. Et il commence à me dire... Et en fait, je le vois misérable, enfermé dans Ouais. cette entreprise, extrêmement malheureux. Et je me dis que je préfère être à la rue que être comme ce mec, quoi. Ouais. Ça me terrifie. Et donc après, plus jamais j'ai travaillé dans une entreprise après ce stage d'observation. Attends, le patron de l'entreprise, des fois je montais pour lui poser des questions, parce que ça m'intéressait de savoir le système de l'entreprise, etc. Le mec dormait sur son bureau. Il dormait, c'était un cliché, quoi. Ouais. Et quand tu descendais, que j'allais parler aux salariés, tout le monde se foutait de sa gueule, parlait dans son dos, etc. C'était... Non, c'était horrible. Enfin,
je pense que toutes les entreprises ne sont pas comme ça, tu vois. Mais le stage en entreprise, c'est un très bon. À mon avis, beaucoup d'entrepreneurs sont devenus entrepreneurs grâce à ça. Ah ouais? C'est vraiment une fabrique à entrepreneurs parce que moi, c'est pareil, tu vois. Une des raisons pour lesquelles je me suis lancé, c'est ça, c'est que j'ai fait un stage moisi, ambiance de merde, tout le monde était. Et je voyais les gens qui étaient coincés là-dedans, qui n'essayaient plus de s'échapper, Mais c'est ça. qui avaient accepté leur destin. Et ça, c'est terrible, tu vois. C'est terrible. C'est terrible parce que tu vois des gens qui sont malheureux, clairement, ils détestent ce qu'ils font et ils essayent plus, tu vois. Ils sont juste là, bon bah je viens et je fais mon truc. Ils sont résignés, Ils ont quoi. plus d'espoir, ils sont résignés. Et quand j'ai vu ça, mais moi je me suis dit putain, mais moi ça m'a donné une énergie de fou, tu vois. Je me suis dit mais tout sauf ça. Je veux tout faire pour pas me retrouver dans cette C'est situation exactement ça. résignée, semi-dépressive, constante. C'était à quel âge, toi, que t'as eu Moi cette c'était plus expérience? tard, j'ai fait des stages de troisième un peu moisi aussi, mais là c'était plus stage en entreprise d'étudiants Ok, quand t'étais en école, du coup. quand j'étais en école. Donc où Mm. tu fais c'est pas un stage d'observation, tu vois, c'est plus un stage où tu fais des trucs, mais genre je faisais quoi, tu vois, je remplissais des tableurs Excel, je faisais du support client par téléphone, enfin c'était pas des trucs très très intéressants. Ouais, non, mais je comprends, c'est terrible, hein. Je sais pas si c'est. Voilà, en grandissant, j'ai vu des gens qui étaient salariés qui le vivaient très Ouais. bien. Ouais, bien sûr. Il y a des le salariat, c'est pas fait pour tout le monde, mais il y a plein de gens qui s'épanouissent dedans. Évidemment. Mais le problème, tu vois, moi je pense, c'est que il y a trop de gens qui sont salariés et qui devraient pas l'être. C'est juste ça, tu vois. C'est qu'en France, c'est quoi? Il y a peut-être 80% de salariés. C'est beaucoup trop. Il n'y a pas 80% de gens qui sont faits pour ça. Enfin, à mon avis, il y a peut-être 30% de gens qui sont faits pour ça, tu vois. Peut-être 40. Il n'y en a pas 80%. Et donc, il y a toute cette zone, en fait, de gens misérables qui sont persuadés de rien pouvoir faire d'autre et qui sont contraints à obéir à des règles qui leur plaisent pas, qui les intéressent pas. Exactement. Et c'est à ça que sert l'entrepreneuriat, l'indépendance, tu vois. Ça sert à se construire un job qui est juste un environnement sain dans lequel travailler pour nous, quoi. Après, tu joues avec d'autres règles, hein, quand t'es Ouais. entrepreneur. C'est pas facile, quoi. T'échanges tes problèmes contre d'autres problèmes. Exactement. Ça, c'est évident. C'est une autre prison, quoi, tu vois. Ouais. C'est une prison différente, mais Je sais pas si je dirais que c'est notre prison. Ça se discute. Mais en tout cas, la responsabilité que tu as en plus peut être écrasante et Ouais. peut être effrayante. pour certaines personnes. Ouais. C'est-à-dire que tu peux, et à mon avis, pour la plupart des gens, tu vois. Moi, je sais que je suis fait pour l'entrepreneuriat. Et pourtant, il y a des jours où je suis perdu, où je sais pas quoi faire, où j'ai envie de tout remettre en cause, où je sais pas si je vais dans la bonne direction, où je me sens mal, où j'ai l'impression d'être en déclin. Ça peut m'arriver, tu vois. Mais c'est ça un package. ça fait partie du jeu, tu vois. Ça Ouais. fait partie du jeu. Mais je préfère 1000 fois avoir ces problèmes-là que être résigné, tu vois. Et de plus avoir de challenge, tu vois. Ne même plus essayer, ne même plus avoir de peur parce que c'est juste, j'y retourne, je rentre chez moi, je regarde la télé, j'y retourne, je fais. Ça, je trouve ça trop dur, tu vois. C'est horrible. C'est pas fait pour moi. Je te suis totalement. Tu prêches un convaincu là. Bon, alors raconte-moi la suite. Donc, ce stage. Non, ça c'était avant. Ouais, Reprends. le stage, ouais, on est revenu avant, etc. J'ai pas trop la Donc pensée là- linéaire, faudra Donc s'habituer. là, tu te dis, ok, je construis mon truc. Il y a Chris, ton espèce d'ange gardien, qui t'aide à aller plus vite et à voir peut-être aussi à matérialiser cette idée qui était peut-être vague de vivre de ta passion, de vivre de tes Ouais. contenus. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Waouh, très bonne question. C'était il y a si longtemps. Comment tu gagnes de l'argent à ce moment-là? Est-ce que tu gagnes de l'argent déjà? Alors, après le lycée, j'ai fait des études. Et tu sais, c'est un peu une planque quand tu fais des études et que Ouais. je vis avec ma mère, du coup. Et elle nous élève toute seule avec mon frère. Et donc, c'est un peu une planque, mes études, parce que je pensais que j'allais apprendre des trucs. J'ai fait psycho, par exemple. J'ai pas du tout appris des trucs par rapport à l'hypnose. On m'a juste rabâché des trucs sur Freud en disant que j'avais envie que j'avais envie de coucher avec ma mère, soi-disant, à l'âge de 4 ans. Et du coup, bon, je vais pas en cours, mais je touche les bourses. Ok. Donc, tu vois, c'est plutôt pas mal. Donc, je fais des vidéos, j'apprends des trucs, je prends mon temps, quoi. Et puis, à la fin, au bout d'un moment, parce que bon, tu peux pas profiter du système comme ça pendant 40 ans, je deviens monteur vidéo. Ok. Donc, je suis accompagné par quelqu'un qui s'appelle Karim, qui est un entrepreneur un peu. Il était entrepreneur dans la ville d'Amiens. C'est un type assez connu pour ça, en tout cas dans le milieu où j'étais. Et du coup, il m'aide à ce moment-là. Il me guide aussi à sa façon, en m'aidant à trouver des clients, etc., en tant que monteur vidéo. Voilà, donc je crée des vidéos. Je fais que créer des vidéos, en fait, finalement. Je crée des vidéos, quoi, au quotidien, donc soit pour moi, soit pour les autres. Ok.
J'imagine que tu progresses assez vite en montage vidéo, Ouais, que du coup ça va. ça améliore tes propres vidéos. Ouais, en quelque sorte, ouais, quand même. Ça prend quand même du temps, hein. Ok. Mais Pendant combien de temps tu fais ça? pendant 2 ans à peu près. Ok. Ouais. Et puis après, je lance ma première formation en hypnose. Voilà. Lancement À assez. quel moment tu dis qu'il faut que tu lances une formation en hypnose? C'est en rencontrant du coup un ami de Chris Ouais, à l'époque qui s'appelle Bertrand Millet, ouais, que enfin, tu connais d'ailleurs. ouais, tout à fait. Tu Ouais. connais. Ouais. Et du coup, voilà, il me lance dans l'idée de créer une Il est dans ce formation. monde-là de la formation Voilà, et il te donne cette idée-là. c'est ça. Ouais. Et je le fais hyper mal, bien sûr. Ouais. C'est vraiment. Mon premier Première, site, première formation, c'est toujours laborieux. c'était vraiment dégueulasse. Hein, vraiment, je peux pas dire d'autres mots. C'était horrible, quoi. Formation vidéo, donc tu te filmes en train où tu expliques aux gens devant la caméra Ouais, comment voilà, hypnotiser quelqu'un. c'est ça. À qui ça s'adresse? Parce que c'est vraiment un truc que je me suis demandé au début quand j'ai découvert ta chaîne et tout. Je me suis dit, tu vends des formations pour hypnotiser, mais à qui ça s'adresse? Aux gens qui veulent faire comme toi, qui veulent hypnotiser des gens dans la rue, aux gens qui veulent faire du spectacle, aux gens qui veulent devenir thérapeutes. À qui ça Alors, s'adresse? c'est une question hyper intéressante parce que j'ai découvert ça cette année, quoi. Je savais pas au début. Je vivais des formations. Ouais, Ça fait quoi, 2 3 ans que j'en vis. Et je savais pas à qui ça s'adressait avant il y a quelques mois. ok. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu crées. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, mais depuis que j'ai commencé les formations, ça a été une sorte d'enquête, tu vois. En mode, à qui ça s'adresse? Je n'ai aucune idée. Et en fait, c'est là que tu comprends que le marketing, c'est un truc qui est hyper global. Parce que à qui ça s'adresse, il y a à qui ça s'adresse et à qui ça devrait s'adresser, tu vois. À l'époque, mes premières formations, à qui ça s'adressait, bah, c'était tu me vois dans la rue avec une dégaine et bien n'importe Hmm, comment, en train de parler, ouais, salut tout le monde et tout. Mais ça s'adresse à des étudiants, tu vois. ouais. À Ça s'adresse un peu peut-être à la personne que tu étais quand tu as découvert l'hypnose. C'est ça, tu C'est-à-dire, vois. je suis curieux, j'ai envie d'impressionner les gens, d'avoir des Voilà. super pouvoirs. Sauf que ces types-là, ils ont pas d'argent, tu vois. Hmm, Ils vont pas acheter une formation à 200 € plutôt. ouais. Et peut-être ils sont pas prêts à s'investir aussi de la même manière Exactement, qu'un tu vois. professionnel, par exemple. Ils vont acheter un livre comme moi à 50 €. C'est très Ouais. bien pour les personnes comme ça. Les étudiants, les personnes qui veulent commencer l'hypnose en étant très jeunes. Euh, Aujourd'hui, du coup, j'ai compris que les personnes à qui j'aimais m'adresser et les personnes à qui je devrais plutôt m'adresser, c'est des gens qui sont dans les professions médicales. Parce que eux, ils apprennent déjà l'hypnose Hmm. et ils veulent aussi, tout comme moi, que l'hypnose change. Ouais. Parce que dans les professions, alors là, c'est un petit peu pour les geeks de l'hypnose Vas-y, que je vas-y. partage ça, mais dans les professions médicales, ils apprennent l'hypnose, ils payent des formations à 4 000, 5 000, 6 000 euros, 6 000 euros parfois, pour apprendre une hypnose qui va être très progressive, très lente, et qui, je trouve, parce que je me suis formé à ce type d'hypnose-là, n'est absolument pas fonctionnelle. Tu vois, quand tu es urgentiste, par exemple, que tu travailles avec des gens qui viennent je sais pas, de sectionner un membre, par exemple, qui sont dans un état d'urgence absolu, t'as pas le temps de faire de l'hypnose progressive avec des moyens d'hypnotiser des gens qui vont prendre une demi-heure. Il faut que tu sois hyper rapide, hyper efficient, tu vois. Et donc, eux, ils ont plus besoin d'hypnose rapide. Et en fait, des gens dans les professions médicales, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'infirmiers, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup Ouais. de gens qui ont besoin d'apprendre l'hypnose et qui apprennent déjà l'hypnose. Mais qui, pour moi, c'est mon point de vue, hein, que je trouve légitime, en fait, ils apprennent un mauvais type d'hypnose. On leur apprend l'hypnose progressive parce que pour plein de raisons de lobby, etc., c'est l'hypnose qu'on apprend aujourd'hui en France. Et ben, je vais amener un nouveau type d'hypnose dans les professions médicales, pour les médecins, pour les praticiens, etc. Donc aujourd'hui, c'est à eux que je m'adresse. Mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et je l'ai appris d'une façon toute bête. J'ai vu que les gens qui achetaient mes formations, qui me posaient des questions pertinentes et avec qui j'aimais discuter d'hypnose, bah, c'était des gens Hmm. qui travaillaient en profession médicale. Ok. Donc, tu as donné un nom à ta méthode, ça vient d'où? Le protocole ADI, c'est ça? Je Ou sais pas pas, du tout. tu t'en as pas parlé, mais. Ok, bah alors moi du coup, j'ai développé un protocole qui s'appelle le protocole A10. C'est pas le, on peut vous dire que c'est le nom de ma méthode. En fait, ça résume simplement chaque étape d'une séance d'hypnose, quoi. Ouais, ok. Et pour moi, alors c'est un protocole que j'améliore en permanence, mais en gros, c'est le protocole qui pour moi est le plus efficient pour hypnotiser des gens, peu importe la situation, etc. À quel moment tu lances ta première formation? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Elle se vend? Elle se vend pas? Alors, je suis pas quelqu'un de très stressé, mais je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus stressé de lancer une formation. En vrai, c'est là que je me suis rendu compte que c'est hyper courageux de lancer un produit. Ça fait tellement peur. Ouais. C'est pire que faire une vidéo, je trouve. Parce que tu crées vraiment un truc, etc. Tu sais, tu crées quelque chose.
En plus, j'avais pris du temps, j'avais fait toutes les erreurs, genre j'avais pris 3 mois à le faire. En plus, à faire un truc moche et tout, enfin n'importe quoi. Je lance le truc et je sais pas, j'arrivais pas à dormir la nuit. Je me disais, mais est-ce que ça va se vendre et tout. Et je crois, à la fin, au bout d'une semaine, j'ai fait peut-être, je sais pas, 800 €, tu vois. 800 €. C'était énorme pour moi à l'époque de Ouais. faire 800 €. Ça, c'est ce que j'ai fait aussi pour ma première formation. Ah C'est ouais. marrant. Ouais. Ok, bon bah. Et j'étais super content aussi. Ouais. J'ai acheté un scooter. Non, mais le truc, alors c'est purement personnel, mais le truc je pense, qui m'a envoyé mon premier shot de dopamine, Ouais. c'est quand je me suis endormi, à côté d'une fille en plus, je sais pas, je m'étais endormi, j'avais rencontré cette fille en soirée, on avait passé la nuit ensemble, etc. Et je me réveille le matin, je prends mon téléphone, et là je vois que je me suis fait genre 200 €, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, putain, j'ai dormi, je me suis fait de l'argent, tu vois. Ouais. J'ai trouvé ça dingue. Tu sais, au début, quand t'as les notifs activés et tout pour les ventes, Ah ouais. et tu vois, tu sais, t'es pas du tout en train de bosser, tu vois, c'est le soir où t'es en train de... Tu te réveilles et tu vois des petites notifs, tu vois, hop, vous venez de gagner 200 €, tu vois. Trop bien. Ouais, c'était, ça donne une satisfaction, je trouve. Ouais. Bon, après, quand t'as l'habitude, je pense un peu Ouais. moins, toi, ça même. Tu dois le ressentir toujours, mais Ouais, mais tu décorrèles, le fait de décorréler ses revenus de son travail brut, de dire, bah voilà, je suis pas payé pour l'heure que j'ai fournie, mais je suis payé pour le produit que j'ai construit dans le passé. C'est une nouvelle façon et c'est très gratifiant. Ouais. C'est super. Tu dis waouh, j'ai construit un truc qui a de la valeur et maintenant les gens l'achètent. non, c'est ça. C'est la première fois que j'ai ressenti ça. C'était vraiment fou. Donc tu fais 800 € avec ta première formation. Ouais. À ce moment-là, tu dis ok, c'est parti, je suis le roi du pétrole, je lance une nouvelle formation toutes les 2 semaines, je gagne ma vie avec et je pars à Dubaï. Ou est-ce que tu dis on va voir et t'as mis du temps à lancer ta deuxième formation, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'étais pas du tout satisfait, quoi. C'était trop bizarre. J'étais pas. Je trouvais ça nul, quoi. De quoi? Bah en fait, je trouvais ça cool d'avoir fait de l'argent quand je faisais de l'argent en faisant une formation, j'étais content. Mais après, quand j'ai vu 800 €, je me suis dit, tout ce travail, j'ai bossé 3 mois, je Ouais. lance le truc, je fais que 800 €. La Je sais première formation, souvent, c'est beaucoup de travail, beaucoup de pression. Et par rapport aux résultats qui peuvent être décevants, ça peut être Exactement. un peu un coup dur. Et après, je me dis, c'est quoi la suite À l'époque, je connaissais pas le truc des petits produits, tu vois. Donc je me dis, est-ce que je la revends dans une semaine? Je savais pas quoi faire, quoi. Hmm. Donc je le laissais traîner, puis parfois il y avait une vente de temps en temps. Mais après, j'avais une vision de l'argent qui était complètement différente à l'époque. Je pense que c'est un peu ça qui m'a, pendant très longtemps, empêché d'en gagner. C'est que j'en avais rien à foutre de l'argent. Je m'en foutais, quoi. Dans ma tête, j'étais un hippie. Ouais. C'est-à-dire que j'avais moins 900 € sur mon compte, c'était ok, tu vois. De toute façon, tu sais, la banquière, elle m'appelait, Ouais. je lui disais, oh, je veux faire remonter mon compte, vous inquiétez pas. Tu avais Ça quel passait. âge à ce moment-là? Je sais pas, j'avais 18 ans, je pense. Bah, et quand tu as 18 ans et qu'on est célibataire, on s'en fout d'avoir de l'argent. C'est fou, quoi. On s'en fout. C'est après que tu considères, ah putain, ça serait bien quand même si je pouvais faire ça, ça serait bien si je pouvais mettre de Ah. côté. En fait, pour moi, avant, ne pas avoir d'argent, c'était être libre. Ouais, Parce que j'avais rien à perdre, tu vois. Ouais. Et puis, je voyais plein de gens qui avaient un patrimoine, par exemple, et qui avaient peur de le perdre, tu vois. et tu vivais encore chez tes parents à l'époque? À cette époque, très rapidement, j'ai arrêté de vivre avec ma mère. J'ai vécu dans plein d'endroits. Enfin, à cette époque, je pense que je déménageais vers Lille. Ok. Donc, je déménageais à Lille, en gros. Ouais. Parce que moi, c'était ça la motivation pour gagner de l'argent à l'époque. Mhm. C'était partir de chez mes parents, avoir mon appart. Tu vois. Ouais, je vois. C'était le truc. Ouais, moi, c'était quand même assez simple. Enfin, grâce à la France, on peut le dire. Je touchais les bourses, encore une fois. Donc, j'avais quand même de l'argent qui rentrait Putain, le gros profiteur, quoi. sans faire grand-chose, quoi. Non, mais j'allais en cours. Tu sais, t'avais des cours obligatoires, des TD. Ouais. Et je sais pas, je pense que j'ai une bonne mémoire à court terme. Donc, avant les interros, les trucs, je révisais vite fait. Ça passait tout le temps. De toute façon, tu vas rembourser tout ça là maintenant avec les impôts. T'inquiète pas, C'est ça va ça. aller vite. Ouais. Je me disais pas ça à l'époque, mais Ok, donc tu fais 800 € avec ta première formation. Quand est-ce que tu lances ta deuxième formation? Est-ce que genre t'attends 3 ans et tu procrastines à mort, tellement ou est-ce que ça y est, longtemps. t'es parti? Non, c'était Souvent pas- c'est ça. Hein. Je suis Souvent, pas c'est du ça. tout parti, hein, vraiment. Encore une fois, j'avais une vision de l'argent qui était éclatée à Ouais. l'époque. Si tu mets le moi d'aujourd'hui à l'époque, j'aurais fait des choix complètement différents. Déjà, j'aurais pas profité du système comme ça, tu vois. Non, vraiment, j'avais une autre vision. Mais c'est un jour où je pense que ma vision de l'argent a changé. Quand j'étais à Lyon, et puis j'étais à Lyon justement, je vivais avec Chris, et puis j'avais moins 900 sur mon compte comme d'habitude.
Et puis je m'en foutais, sauf qu'en fait, j'avais une copine à moi avec qui j'étais très proche, très amoureux, c'était au début de la relation, qui habitait à Rennes. Et j'avais pas assez d'argent pour prendre le train. Quand j'essayais de prendre le train, bah, ma carte, elle passait plus au bout d'un moment. Et puis en fait, j'avais trop honte de lui dire que j'avais pas Ouais. assez d'argent. J'avais trop honte. C'était hyper honteux pour moi de lui expliquer. Et donc je me suis dit, c'est chaud quand même. Là, en fait, je pensais que je gagnais en liberté parce que j'avais pas d'argent, mais en fait, non, là, je suis pas libre d'aller la voir. J'ai envie d'aller la voir. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois frauder le train. Et donc je pense que c'est là où j'ai vraiment lancé une deuxième formation. Intéressant. J'ai lancé alors pas une formation, j'ai lancé un club privé Ouais. où j'analysais mes séances d'hypnose rapide. Et puis je partageais comme ça ce que je faisais. Ouais. Et j'ai réussi à avoir un truc du genre 900 euros. Donc ça a rattrapé mon découvert grâce à ça. Et puis à ce Donc moment-là, en fait, ton modèle, c'était t'attends à chaque fois d'être à moins 900 euros. Tu fais 900 euros avec une nouvelle formation. ouais, on Puis tu faisait reprends ton ouais, découvert petit à petit. c'est ça, ouais. Donc c'était ça mon modèle. Et puis tu sais, je faisais parfois je Ouais. faisais des petits tafs de freelance à droite à gauche en montage. Et t'étais pas quand même un peu stressé de cette situation? Pas du tout. De te dire, est-ce qu'être à découvert, c'est quand même ça peut être un poids? Aucun stress. Vraiment, Ok. vraiment, je suis pas quelqu'un de stressé. C'est pour ça que je te dis que ça m'a extrêmement stressé de lancer mon premier produit alors qu'il est à moins 900 Ouais. euros. Aucun stress. Vraiment, au pire, qu'est-ce qui m'arrive, tu vois. Ouais. J'ai rien à perdre. Quoi. Il y a les huissiers qui vont venir me voler mon t-shirt, tu vois. C'est- C'est vrai que c'est un truc. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à faire des ventes parce qu'ils n'ont pas assez envie de gagner de l'argent. Ouais. Et j'avais un pote, tu vois, par exemple, il lançait. Enfin, tu vois, j'essayais de le motiver à fond de lancer sa formation. Il avait une bonne audience et tout, ça marchait bien pour lui. Et il me disait, ouais, mais attends, parce que là, je touche le chômage pendant encore 9 mois. Si je lance ma formation, ils vont m'enlever le chômage. Moi, j'étais là, mais mec, putain, Mais ouais. c'est quoi cette mentalité, tu vois? C'est un délire. Et je dis pas que c'est toujours le cas, tu vois. Il y a juste des gens qui n'ont pas besoin et qui gagnent suffisamment et tout. Mais c'est quand même, je trouve ça quand même trop dommage, tu vois. Et souvent on se motive au moment où on en a besoin, tu vois. Au moment où on se dit, tiens, j'aimerais bien être propriétaire. Non, c'est Tiens, ça. je me suis mis en couple, j'aimerais bien faire plaisir à ma copine ou à mon copain. Tiens, j'aimerais bien partir en voyage, faire un tour du monde. Et le fait d'avoir un objectif qui demande des finances, c'est une bonne motivation entrepreneuriale très souvent, tu vois, pour lancer de nouveaux produits. Et moi, pendant des mois, j'ai vécu comme ça, c'est-à-dire que j'étais à découvert, je lançais un produit, je lançais une formation quand j'avais trop besoin. C'était pendant mon voyage, je voyageais à pas cher, tu vois, et donc dès que j'avais besoin, je lançais un produit. Et en fait, au bout d'un moment, mais moi, par contre, je vivais mal, tu vois. Ça me stressait, j'étais anxieux, parce que, tu vois, j'étais à l'autre bout du monde, tout seul, sur mon C'est dur. découvert. Hein. Ouais, tout seul, hein. Parfois, ma carte, elle passait pas, tu vois, je me retrouvais à pas trop savoir quoi bouffer. Enfin, c'était assez anxiogène. Et en fait, un jour, j'ai juste pris la décision de me dire, à partir de maintenant, je lance plus une formation quand j'ai besoin d'argent, je lance une formation toutes les 2 semaines. Et c'est comme ça que je suis parti sur les petits produits, justement, c'est de me dire, peu importe ce qui se passe, si j'en ai besoin ou pas, toutes les 2 semaines, j'ai mis dans mon agenda, tu vois, je lance une formation. Et j'ai commencé à faire ça, j'ai plus jamais été à découvert de ma vie, et ça a été comme ça qu'en fait, mon business a commencé à prendre de l'ampleur, et plus simplement être un business qui me permet de survivre, mais être un business qui me permet de bien vivre. Hyper intéressant. Ouais. Donc toi aussi, tu as eu des petits moments de galère au début. Bien sûr. Bien Ouais. sûr. Et j'étais aussi un peu dans cette situation de je suis jeune, j'ai besoin de rien, j'ai toujours mes parents qui sont là au cas où ça va vraiment mal, je vais pas finir sous un pont. On a tous ces sécurités, tu vois, qui nous font dire la flemme, quoi, tu vois. Ça, ouais. Et La en flemme. fait, tu te rends compte qu'il y a vraiment peu de chances que tu finisses mal. Ouais, c'est vrai. C'est ça, il y a vraiment peu de chances, quoi. Et après, moi, je pense que je faisais aussi beaucoup de recherches à l'époque sur la conscience, sur ce que c'était que je sais pas, être humain, se rendre compte des expériences, etc. Et je me rendais compte que ça n'avait pas trop de sens. Tu sais, c'était vraiment l'époque où je commençais à avoir des crises existentielles et je me disais, enfin, des semi-crises existentielles où je me disais qu'en fait, on n'est rien, quoi, tu vois. Donc, au Ouais. pire, si j'ai pas d'argent, qu'est-ce que ça fait? Je pense que c'est ça qui me stressait pas. Parce que je me disais, bon, Est-ce que tu es toujours dans cet état d'esprit aujourd'hui ou ça a changé? je pense qu'on peut penser deux choses en même temps, qui sont même contradictoires. Et être OK avec ça, quoi. En fait, il y a tellement peu de réponses à ce qu'est la conscience, Ouais. à ce qu'on est, Donc, à ce qu'on fait. T'as pas peur de te retrouver à sec, mais t'as envie quand même de construire un truc. Exactement. Ouais. Tu peux penser en double, enfin, tu peux penser deux choses différentes en Ce même qui est temps, une quoi. bonne mentalité pour un entrepreneur parce que ça te permet de prendre des risques Exactement. tout en restant ambitieux et construire un truc qui, tu vois, dont t'es fier, quoi. Tout à fait. Donc, tu lances ta deuxième formation pour plus être à découvert, pour pouvoir aller voir ta copine. Ouais. Et après, t'es parti ou ça a continué comme ça pendant des années, genre t'attends d'être trop à découvert et tu lances une formation? Bah après, du coup, j'ai commencé peu à peu à être un petit peu plus à essayer de. J'étais en mode. J'avais ma mère au téléphone, j'étais énervé.
contre moi-même. Et je lui ai dit, écoute, là, je vais commencer à faire de la thune. Ça m'énerve. J'ai plus envie d'être en galère, etc. C'est terminé. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un pari avec Chris. Et je lui ai dit, Chris, je vais faire 2000 € par mois dans 3 mois. Ou dans 4 mois, je crois. Et alors, je peux pas partager, parce que c'est trop personnel, là. Je peux pas partager. Parce qu'en fait, on s'est fixé un pari, un défi. Lui aussi s'en a fixé un, c'est ça ouais. Pas vraiment. Mais en gros, on s'est dit, si tu n'arrives pas à faire 2000 € par mois, tu dois faire ça. T'es obligé de partager là. On va savoir là. Antoine. C'est quel domaine, genre en termes de flou, genre c'est. Bon, ok, c'était juste un défi absurde, tu vois. Voilà, c'était juste un défi absurde. En fait, ouais, je peux pas le partager ici. C'était juste un défi absurde, en gros, je te dis globalement, c'était un défi absurde. Et c'est quoi qui t'a motivé à ce moment-là? C'était juste le fait de t'être mis un objectif ou c'était la menace du défi? En vrai, c'était juste l'objectif. La menace, le défi était pas non plus. C'est juste que ça met en. En fait, c'est juste que je mettrais en avant de la scène des gens. Je pense pas qu'ils seraient ok pour que je les mette en avant. C'est pour ça que je peux pas le partager. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais pu le dire, mais. Moi, j'ai remarqué un truc, et ça, j'ai découvert cette année aussi, super récemment. C'est que j'ai besoin de me fixer des objectifs et des défis, tu vois. Sinon, je tourne en rond, c'est horrible. Mais c'est bête, hein, c'est comme ça que fonctionne l'humain. Exactement, tu vois. Et en fait, je pensais que ça me rendait misérable d'avoir des objectifs parce que c'était chiant, c'était un poids, c'est une pression et tout. Et en fait, c'est bien pire de pas en avoir parce que tu sais pas où tu vas, tu changes d'avis tous les 2 jours, tu pars dans tous les sens, tu es beaucoup moins ambitieux et tout. Et en fait, juste, je me suis refixé un objectif là en cours d'année et hop, j'étais reparti, j'étais à nouveau sur les rails, je me lève tous les matins, j'avance, etc. Et c'est fou comment juste, même s'il n'y a pas d'enjeu, tu vois, j'en ai parlé quand même à mon audience, donc il y a quand même le fait d'en parler publiquement, mais il n'y a pas d'enjeu si tu vois, si je l'atteins pas, il va rien se passer, c'est pas grave. Mais j'ai un cap. Ah, mais c'est une question de focus. J'ai un cap. C'est juste ça, tu vois. C'est comme les formations toutes les 2 semaines. Ça servait à rien en soi, j'avais pas besoin d'argent à ce moment-là, mais je me suis fixé un cap, j'ai envie de le tenir. T'as plein d'études qui ont été faites justement sur la motivation, est-ce que c'est corrélé au fait d'avoir un objectif, etc. Après, t'as un problème quand les objectifs sont finis, c'est que quand tu les as atteints, tu peux avoir une redescente, quoi. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé à la fin d'année dernière. Tu vois. Et ça, c'est le cas de plein de gens en permanence. Hein. Typiquement, c'était intéressant quand le jour du bac, il y a plein de gens qui s'étaient fixé cet objectif. Ouais, je vais avoir mon bac, etc. Ils ont bossé toute l'année. Et en fait, le jour du bac, juste après, pendant les grandes vacances, t'avais plein de potes à moi qui étaient en dépression parce qu'ils ne savaient plus quoi faire de leur vie, quoi. Ouais, il fallait qu'ils se trouvent un autre objectif. Ils ont eu leur bac, pareil, à la fin des études. Est-ce qu'on peut vivre simplement en ayant toujours, dès que tu termines un objectif, tu t'en fixes un nouveau et que tu avances comme ça fonctionne, tu penses? Je pense que ça peut fonctionner. Après, je pense que le plus optimisé, ce serait juste d'avoir un objectif infini, que tu peux jamais réussir, tu vois. Ouais. C'est pour ça des objectifs d'action aussi, ça j'aime bien. Tu vois, par exemple, moi j'ai un objectif d'action, c'est j'envoie un email par jour à mon audience. Tu vois. Ouais. C'est un truc qui pleuve ou qui vente, que je sois en forme ou pas, ils vont recevoir leur email du jour, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un truc qui, voilà, y a pas de, c'est pas lié à un objectif. Évidemment, ça va m'aider pour mon activité, mais c'est juste un objectif d'action indéterminé. C'est indéterminé, mais je pense que tu pourrais même l'améliorer, cet objectif. Ouais. Tu pourrais rajouter quelque chose qui serait plus tourné vers l'amélioration, tu vois. Parce que tu peux facilement te dire, je renvoie un email par jour, mais un email, par exemple, je sais pas, classique ou qui changerait pas beaucoup les choses, etc. Et ça, c'est peut-être... Tu vois, si tu rajoutes, je vais envoyer le meilleur email possible tous les jours. Ouais, mais là, tu commences à te mettre une grosse pression. Et c'est là que tu risques d'abandonner, tu vois. En fait, moi, si tu veux, je me suis fixé 2 objectifs qui sont différents. Un objectif d'action, un objectif de résultat. L'objectif d'action, c'est envoyer un email par jour. Et justement, sans objectif de résultat lié à ça. C'est-à-dire que pas d'attente, si le mail, il fait 3 lignes, il fera 3 lignes. C'est pas grave, tu vois. Okay. Sinon, si je commence à me dire, il faut qu'à chaque fois, il soit excellent, qu'il soit super long et tout, tu vas pas l'envoyer. C'est là que ça va devenir difficile et que ça va être vraiment l'enfer. Donc, si le mail il fait 3 lignes, c'est pas grave, pas de pression avec ça, tu vois. Et mon objectif de résultat, c'est je vais avoir 100 000 inscrits à ma liste email à la fin de l'année. Tu vois, là, j'en ai 60 000, donc il m'en manque 40 000. Et ça va m'obliger à mettre en place des stratégies, à faire des lancements, à faire des trucs, tu vois. À te dépasser, ouais. À me dépasser. Intéressant. Mais les deux sont pas forcément liés. Mais si j'applique les deux, en fait, évidemment, c'est quand même dirigé dans un sens. C'est pas juste pour me fixer un objectif. Si j'applique les deux, ça va provoquer des résultats positifs pour ma boîte, c'est sûr. Évidemment, ouais. Intéressant, ouais. Parce que
Il faut les deux, je pense. Ouais. On reprend ton histoire. Ouais. Donc, tu lances tes formations. Mhm. D'où elle vient ton audience 100% organique YouTube à l'époque? 100% YouTube, ouais. Ok. Vraiment, Donc, le blog, t'as laissé tomber, ça marche pas. J'ai jamais écrit de blog. En plus, je savais pas écrire à l'époque. Donc, Donc, parfait. YouTube, t'appliques les techniques de Chris. Tu fais combien de vues par vidéo à peu près? 5 000, Ok. 5 10 000. Pas mal, pas mal. Parfois, il y en a qui tapent 100 000. T'as une liste email? Je commence à m'en constituer une, effectivement. Ouais, Ok. ça commence. Depuis la formation toute pourrie que j'ai faite, Ouais. j'ai commencé à avoir des mails. Donc, J'utilisais ta ouais. première formation, tu la vends sur YouTube? Je la vends seulement avec YouTube. Ouais. Ok. Seulement avec YouTube. Et puis, j'ai une petite liste email de 2000 personnes, 3000 personnes. Ok, quand même. Ouais. Comment tu chopes des mails? À la fin de mes vidéos, je dis... Alors, waouh, à l'époque, qu'est-ce que je disais? Je sais plus, j'avais peut-être fait une formation gratuite ou un Ok. petit guide gratuit. Je crois que j'avais fait une espèce de petit livret de 15 Ok. pages. Lead magnet, Un e-book. classique. Ouais. Très bien. Extrêmement laid. Tout était très moche. Hein, ça ne donnait pas confiance. Les premiers qui ont acheté mes premières formations, je ne sais pas comment ils s'y sont dit dans leur tête. Quoi. C'est incroyable. Jamais j'aurais acheté, moi. Il y a la place pour un web moche, hein, tu sais. Il y a plein de gens qui font un truc moche qui vendent très bien. Ouais, mais là, c'était moche et ça t'inspirait pas confiance. J'avais l'impression que j'allais prendre Mais les codes de la carte. Pour parler de ça 2 minutes, je trouve que t'as un bon personal branding. Déjà, t'as un look qui est forcément étudié. T'es toujours habillé en noir. Ouais. T'as cette tignasse là comment il s'appelle le pirate là, Jack Jack Sparrow. Ouais. On dirait que t'es allé au perruquier là et tu t'es demandé le truc pour aller au Non, bal ce des sont pirates. Non, mais tu sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est une perruque. Hein. Bah oui, parce qu'en plus, t'organises, faut expliquer, tu vois. T'as organisé pendant des années avec Chris à Lyon des soirées qui s'appellent les balles des pirates. Alors, c'était pas avec Chris. C'est pas avec Chris, C'est pas avec Chris. avec ton frère. C'était avec mon frère Lior, avec Vint Tran Ok. et avec Théo Audace, donc un autre, tous créateurs de contenu, à part mon frère. Vous avez organisé des super soirées à Ouais. Lyon, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et tout. Exactement. Et c'est le thème, c'est pirates. Donc toi, t'as juste besoin de venir comme t'es, quoi. Ouais, on s'habillait tous en pirates quand même. On avait des grosses tenues de pirates, etc. Ce look, tu Ouais. l'as construit pour aller avec ton activité et pour incarner ce personnage, ou alors ça a toujours été ton look et c'est naturel. En fait, ça s'est fait en même temps, quoi. Tu vois, je pense que plus j'apprenais l'hypnose, plus j'avais envie plus ça me faisait marrer de ressembler à un hypnotiseur. Et puis, plus j'essayais de correspondre à ça, quoi. Ok. En fait, ça s'est fait en même temps. Mais à l'époque, par contre, il y a 10 ans, même 8 ans, même 7 ans, j'avais pas du tout le même look. Ouais. C'était pas... Et c'est aussi parce que ça rend plus hypnotique d'être comme ça. L'hypnose, c'est aussi un jeu d'attente. Si tu t'attends à te faire hypnotiser, tu vas te faire hypnotiser. En tout cas, il y a beaucoup plus de chances que ça arrive. En fait, ça fonctionne de la même façon que le placebo, l'hypnose. Ok. C'est un petit peu comme un placebo sous testostérone, tu vois. Hmm. Un placebo un peu énervé. Donc le contexte est important. Le contexte est hyper important. C'est d'ailleurs pour ça que le placebo, en fait, ça s'appelle l'effet contextuel. C'est un biais cognitif, c'est l'effet contextuel. On te met dans un contexte avec un type qui a une blouse blanche, qui te donne un cacheton, tu vas croire que ça aura un effet sur toi, quoi. Donc là, on est en quelle année au moment où tu lances ta première formation à peu près? La toute première formation, alors là, je pourrais pas te dire, quoi. C'était, je pense que c'était, là, je te dis vaguement, peut-être il y a 6 ans. Ok. À quel moment tu commences à gagner ta vie avec sur une base régulière et... Ça, c'était vraiment il y a quelques années. Parce que, en fait, entre deux, j'ai testé plein de trucs. Mhm. Avant de tester les petits produits, j'ai vraiment testé plein de trucs. J'ai testé les accompagnements étiquettes. J'ai même testé ce truc, hein, pour te dire. J'ai testé la simple et unique formation. Tu vois, j'ai regardé les formations de Stan, etc. J'ai testé plein de choses. Je pense que j'ai testé peut-être 10 méthodes. Et en fait, vu que je savais pas à qui je devais m'adresser, eh bien, ça marchait pas, quoi. C'est aussi bête que ça. Alors, tu vois, par exemple, ce qui était hyper intéressant et ce qui me montrait que je faisais les choses mal, c'est que quand je commençais à suivre les formations de Stan, donc c'était ça il y a peut-être 4 ans, je pense que cette histoire peut intéresser pas mal de gens de ton audience d'ailleurs, je les ai partagés, en toute légalité, évidemment, pas du tout. J'ai partagé du coup mes codes de formation à un pote, enfin à un mec que j'ai rencontré dans la rue, qui est devenu un très bon pote par la suite. Donc j'étais avec Théo, mon coloc, on se baladait dans la rue. Et nous, dans la rue, on parle à tout le monde en général. Donc là, on parle à un type. Et ce type, il est étudiant, et il aimerait bien se lancer dans l'entrepreneuriat, et il joue du piano.
Et on lui dit, mais tiens, je te file les formations de Stan, parce qu'il suivait Stan Leloup. Donc je lui file les codes et tout, il les regarde. Ne faites pas ça. Un inconnu dans la rue, quoi, comme ça. Ouais, voilà. Mais on Ok. s'entendait super bien. Avec l'inconnu. Avec l'inconnu, on s'entendait super bien. Ouais. Et du coup, toutes les semaines, on s'appelle et tout, et puis il nous tient au courant, il commence à créer son business, sa chaîne YouTube et tout ça. Aujourd'hui, ce mec, il a plus de 150 000 abonnés. Il fait plein de vues avec ses vidéos, il fait plein d'argent avec ses formations, et il vend des formations de piano. En Ok. ayant suivi la méthode de Stan, tu vois, Ok. hyper bien. Enfin vraiment, il nous a tous fumés, hein. Il est trop fort, quoi. Il a vraiment fait ça de façon hyper rigoureuse et tout ça. Aujourd'hui, il se sent hyper libre, il fait ce qu'il veut. Il s'appelle, du coup, vous tapez Hugo Piano, piano en ligne, vous allez voir. Il a vraiment, c'est le bon élève, quoi. Il a tout fait parfaitement et ça a marché. Et moi, je me disais, mais putain, moi, ça marche pas. Pourquoi moi, ça marche pas? Et en fait, c'est parce que lui, il a tout de suite trouvé à qui il devait s'adresser. Il a fait des vidéos, il a itéré hyper vite, il s'est rendu compte que ses formations de piano, ça se vendait à telle typologie de personnes. Et du coup, il a tout construit pour cette typologie de personnes et ça marche trop bien. Moi, j'avais pas trouvé à l'époque. Et j'ai galéré longtemps parce que j'arrivais pas à trouver. Et c'est en faisant ta méthode, la méthode des petits produits, en sortant une formation, une deuxième, une troisième, des trucs qui n'avaient rien à voir. Ouais. Genre des trucs, mais des fois, je me disais, mais allez, vas-y, je vais tester ça. Tu vois. Je créais la formation en 3-4 jours, je la balançais, je voyais qui achetait. Et puis au bout d'un moment, tu vois, tu fais des recherches, tu vois qui achète tes formations, tu les as au téléphone. T'en as lancé à peu près combien comme ça? Je sais pas, 15, 20. Ok. Donc déjà, tu avais ta liste de 15-20 formations avec est-ce Ouais. qu'elles ont marché, est-ce qu'elles n'ont pas marché, Exactement. combien elle a fait de ventes, etc. Donc tu as eu de la data sur laquelle tu as pu te baser pour comprendre qui était Exactement. ton audience. C'est comprendre qui est ton audience, comprendre qui achète tes formations, Ouais. qui les achète facilement, qui ça peut vraiment aider, à qui c'est pertinent de les vendre selon toi, hein, c'est toujours selon toi. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis rendu compte que c'était aux gens issus de professions médicales, que c'était enfin, que moi j'aimais bien Ouais. vendre à ces personnes-là, que eux ils aimaient bien aussi recevoir ces conseils-là d'hypnose rapide, et que en fait avec ces personnes-là que je pourrais vraiment créer un changement du coup, le changement que je veux voir dans le monde de l'hypnose. Ok. C'est pas avec des étudiants Ouais. quoi. Ouais, c'est une super stratégie et je pense que tu vois, tu testes plein de trucs et après en fait tu développes une sorte d'instinct. Enfin, tu vois, moi j'ai lancé, je sais pas, peut-être 150 formations et en fait j'ai un grand tableur Excel avec toutes mes formations et le nombre, enfin les chiffres de vente de la première semaine. Ouais. Et il y a un code couleur qui automatiquement me met plus c'est bon, plus c'est vert foncé, moins c'est bon, plus c'est vert clair. Et donc ça me permet de voir en un instant quelles sont les formations qui ont le mieux marché. En fait, petit à petit, j'ai développé une sorte d'instinct de me dire ouais, ça va marcher, ça va pas marcher. Parfois, je fais des formations en sachant qu'elles vont pas extrêmement bien marcher, mais parce que j'ai envie de l'avoir dans mon offre et parce que je pense qu'elle est importante. Et parfois, je fais des formations en disant bon, ça va être un best-seller. Très peu de chances que ça marche pas parce que ça coche toutes les cases des formations qui ont marché par le passé. Ouais. Et ça, si j'avais pas fait des petits produits pendant 5 ans, j'aurais pas ces données. Je me serais basé sur un template ou sur un truc proposé par quelqu'un d'autre, Ça, mais quelqu'un qui a pas la même audience que moi, et donc j'aurais pas su en fait. exactement. Ouais. Mais moi, ça m'a prouvé à quel point j'étais bête en marketing. Je suis extrêmement nul en marketing. Là, je m'améliore, mais ça a pris du temps. Ouais. Et parce que moi, ce qui me fascine, c'est tu vois, les gens comme Hugo, qui a lancé sa chaîne de piano, tout de suite, il a compris à qui il devait s'adresser. Moi, ça m'a pris des années. Alors qu'en fait, maintenant, je trouve ça évident. Tu vois, toi, ça t'a pris du temps de le savoir à qui tu. Moi, je sais toujours pas. En fait, Tu sais toujours pas. c'est des choses qui se découvrent, tu vois. J'ai différentes typologies de personnes qui me suivent, et c'est des gens que j'aime bien, et j'ai pas envie de les laisser tomber, tu vois. Mhm. Je sais pas, j'ai des coachs, j'ai des mecs qui sont plus en mode e-commerce, on va vendre des trucs à mort, on va suivre le dernier truc à la mode. J'ai des gens qui sont beaucoup plus non, je veux un truc aligné, bien propre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'arrive à toucher différentes strates de cette audience en même temps avec mes formations. Donc, j'ai pas d'avatar client, et en fait, j'ai jamais eu d'avatar, mais j'ai découvert, si tu veux, les modèles qui marchaient. Ce type de formation, ça marche bien. Ce type de formation, ça marche pas. Ce type de contenu, ça génère beaucoup de réactions, ça plaît. Ce type de contenu, ça plaît pas. Ça permet de servir ces différentes audiences, mais avec des formats qui marchent systématiquement. En fait, j'ai l'impression que toi, c'est assez large, mais ton audience, ça va être les indépendants en général. quoi. Ouais, non, Voilà. c'est pas tous les gens du web. Hein. C'est indépendants, petits entrepreneurs, créateurs de contenu qui viennent de se lancer, qui essaient de construire leur truc. Et aussi des entrepreneurs qui sont là depuis un peu plus longtemps, qui cherchent des nouvelles méthodes. Donc tu te mets à lancer des petits produits. Donc tu m'as dit combien pas mal, une quinzaine. Quinzaine, ouais, peut-être un par mois, tu vois. Ok. À ce moment-là, tu commences à gagner ta vie avec ton activité. Ouais, je commence à faire un peu d'argent. Ouais. Ok. Ça Tu fluctue. fais quoi, parce 1000, que- 2000 Ouais, 1000, 2000, un peu plus des fois, je suis content. Tu Un passes peu moins. auto-entrepreneur. Voilà. Je comprends l'enfer administratif alors que c'est simple, c'est Ouais. l'auto-entreprise. Mais
Vraiment, au début, tu comprends rien, quoi. Ouais. Ouais, c'est galère. Mais auto-entreprise, c'est la version la plus simple Ouais, c'est encore. ça qui est Tu fou, verras quoi. après, ça Ouais. s'amplifie. Donc tu construis ton système. Et est-ce qu'il y a eu d'autres événements marquants? Ou ça s'est fait juste progressivement, de manière linéaire? Euh, Laisse-moi réfléchir. Parce que du coup, à cette époque, je suis à Lyon. On va dire que quand je commence à bien, enfin, à vivre correctement de mes contenus, je suis en coloc avec 3 personnes, j'habite à Lyon. Et je fais ça en gros à plein temps, quoi. Voilà. À l'époque, je travaillais aussi un peu avec Chris. On a lancé des trucs ensemble, etc. Et puis après, je me suis complètement détaché de ce qu'on faisait avec Chris. On a arrêté, quoi, le projet. Et puis, je me suis lancé seulement sur mes contenus. Autre événement marquant, je dirais que l'événement marquant ensuite, c'est l'arrivée de TikTok, quoi. Ouais. C'est vraiment ça, c'est autre chose. Raconte à quel moment tu as commencé à en faire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la première fois que j'ai commencé à en faire, c'était après le confinement, juste après le confinement. Et alors, c'est vraiment bête cette histoire, tu vois. Là, j'ai fait une connerie à cette époque parce que j'ai lancé mes premières vidéos TikTok et ça marchait. En fait, je me suis dit, à l'époque, personne prenait TikTok au sérieux. Ouais. Tout le monde se foutait de la gueule des TikTokers. Et puis moi, je me suis dit, mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est un truc de conservateur, je vais tester, et puis je verrai bien. Hmm. J'ai testé une série de 7 TikTok, donc j'ai monté 7 TikTok, je les ai postés un par jour, et ça a fait 500 000 vues, 600 000 vues, etc. Ça a pété. Et j'étais content. Et alors, je sais pas pourquoi, j'ai pas refait de TikTok. Mais je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai pas refait, je sais Ouais. pas. Je Comme, sais pas. comme après ta première formation, en fait. Comme après la première formation. Et j'ai pas refait des TikTok. Je me suis dit, bon, c'était rigolo, mais c'est un truc de jeune, quoi. Hmm. Tu sais, il y avait que des gosses dans mes commentaires et tout. Et puis j'ai gagné 30 000 abonnés, tu vois, en une semaine. D'un seul coup, Ouais. boum, ça a pété. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Si t'arrives. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il faut te prendre dans mes bras? Explique-moi ce qui se passe là. Mais il y a Maës qui est là. Et puis j'ai arrêté. Et puis il s'est passé des trucs, j'ai continué à avancer des formations, je sortais une vidéo YouTube de temps à autre. Et puis j'ai créé les balles des pirates, bien après, du coup, un an et demi après, je pense. J'ai créé les soirées les balles des pirates. Et puis on a invité plein de créateurs. Donc à la base, c'était une crémaillère d'environ 150 personnes. En fait, c'est fini en soirée créateur et on s'est dit, bah, faut qu'on le refasse et on va tous être habillés en pirates. Donc la première édition crémaillère, Ouais. la deuxième édition. Je crois que t'es venu à la deuxième édition, toi. Probablement, ouais. Et ça doit être Chris qui a dû t'inviter. Ouais. Quelque chose comme ça. Et puis c'est là où on s'est rencontrés, t'as fait des mojitos avec nous. Tout à fait, ouais. On a lancé le petit atelier Morito. Et puis j'ai trouvé trop sympa, c'était trop cool quoi, aussi grave dans le partage et tout ça. Moi j'adore les gens qui sont dans le partage, Hmm. parce que je partage tout à tout le monde sans problème. Et puis après ça a continué. Et en fait ça m'a donné envie de me lancer sur TikTok, parce que je trouve que la vie de créateur de contenu, ça te donne des avantages hyper intéressants. T'as 300 000, 400 000 abonnés quelque part, tu peux être invité à tel endroit, tu peux discuter avec quelqu'un avec qui tu n'aurais jamais pu discuter avant. Ouais. Un petit peu comme l'hypnose. Quand tu es en soirée, tu mets quelqu'un par terre, tu dis que tu es hypnotiseur, tu lui fais d'or à quelqu'un, il est par terre, t'as toute la soirée autour de toi. L'autre fois, j'étais chez Universal, je mets un mec par terre, et j'ai le directeur d'Universal qui descend, qui me parle et tout ça, quoi. Et bah, créateur de contenu, je trouve que c'est pareil. T'as un truc un peu magique, quoi. Ouais. T'as des abonnés, tu peux rentrer un peu n'importe où, quoi. Magnétique, ouais, ça t'ouvre des portes. Exactement, ouais. C'est vrai. Je trouve ça hyper intéressant, ouais. Donc tu crées, donc t'as cette soirée. Et ça C'est m'en- c'est ouais. sur TikTok. À cette soirée, j'imagine, tu rencontres des influenceurs qui te remotivent à te remettre sur TikTok, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Je me mets sur TikTok et puis je fais du format court à fond, etc. Ça m'intéresse de fou. J'en poste plein. Et puis avec ça, je me constitue une petite audience. Tu vois. Enfin, il y a 400 000 abonnés sur TikTok. Ça me fait aussi augmenter mes vidéos sur YouTube. Tu vois. Et mes abonnés sur YouTube. Et puis après, un an plus tard, là, tu vois, j'ai envie plus de me concentrer sur des contenus un peu plus profonds. Tu vois, de revenir sur des formats longs. Ouais. Continuer les formats courts. Parce que c'est un truc qui, sur le court terme, peut te faire exploser et qui peut mettre beaucoup d'attention sur ce que tu fais. Mais je trouve que. C'est la preuve sociale aussi, tu vois. Quand tu vends Exactement. des formations, tu dis, bah voilà, je suis TikToker au million d'abonnés. Exactement. Ça donne aussi du poids. Ça donne du poids. Ouais. Sachant que maintenant, c'est pas facile de faire des TikTok. Hein. C'est beaucoup plus dur maintenant de percer sur Ouais. TikTok. Enfin, à l'époque, vraiment, je faisais 600 000 vues à l'époque, j'avais 30 000 Ouais. abonnés. Là, aujourd'hui, je fais 600 000 vues, j'ai à peine 1000 abonnés, tu vois. Ouais. 2000 abonnés, tu vois. Ça, c'est rien, quoi. Et ouais, maintenant, TikTok, c'est pour m'amuser. J'ai vraiment envie de me lancer de recommencer les formats longs.
parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, Mm. c'est d'analyser des contenus en profondeur sur l'hypnose. En termes de clients, tu as pu mesurer un petit peu si TikTok t'avait apporté des clients? Alors oui, ça m'en a apporté quelques-uns, mais très peu. Enfin, Ah tu ouais? vois, ouais. Par rapport à Instagram et Mm. YouTube, c'est rien du tout, quoi. Toi, je pense que c'est pareil. Moi, Quand tu fais tes j'ai analyses, fait des tests précis, tu vois, ouais. avec on a traqué la provenance de chaque client. Et en postant les mêmes shorts sur Instagram et sur TikTok, les personnes qui venaient d'Instagram me rapportaient 10 fois plus que celles qui venaient de TikTok. Mais ouais. C'est délirant. Et j'ai jamais vraiment compris pourquoi il y avait une telle différence, étant donné que c'était les mêmes contenus, c'est quand même des plateformes qui se ressemblent un peu. C'est parce que c'est des enfants sur TikTok. Vraiment. Mm. Alors, je le vois concrètement, quand j'ai une vidéo qui perce sur TikTok, je reçois des messages débiles sur Podia de tu peux m'apprendre à hypnotiser avec plein de fautes. Ouais. J'ai 12 ans, apprends-moi à endormir quelqu'un STP. J'ai que des trucs comme ça, tu sais, quand Ouais. je fais des TikTok qui explosent. Quand Donc c'est une quand vue, c'est- une vue TikTok a moins de valeur qu'une vue YouTube ou Exactement, Insta. ouais. Quoi. Quand tu es sur Insta, ça va être des messages un peu plus. Quand il y a une vidéo qui explose, encore une fois, je vais recevoir des messages un peu mieux écrits, une typologie de personne qui va être plus intéressée, tu vois, qui sera un peu plus construite, tu vois, on va dire. Ouais. Et puis sur YouTube, c'est encore plus profond, je trouve. Quand tu fais des contenus longs et profonds, bah là, tu vas attirer seulement des gens qui vont être dans une démarche de rechercher. Ouais, tu vas avoir moins de portée, mais ça va être une audience beaucoup plus qualifiée, qui va s'abonner Ouais. ou acheter beaucoup plus facilement. Quoi. Et encore moins de portée, ça dépend, tu vois. J'ai des vidéos où j'apprends l'hypnose qui font plus de 200 000 vues alors qu'elles durent 40 minutes. Donc c'est des vidéos un peu tutoriels que tu fais sur YouTube. Ouais. Que je faisais, là je reprends tout juste. Mais Ok. ça va être des vidéos analyses, tutoriels. Et aujourd'hui, d'où viennent tes clients? C'est que de l'organique? Tu fais de la publicité aussi? C'est que de l'organique. En fait, je me refusais de faire de la publicité si je savais pas à qui m'adresser, quoi. Hmm. Là, maintenant, je vais Ouais. commencer à me pencher beaucoup plus sur le sujet de la publicité. Moi, si je peux te donner un conseil, je pense que ça va cartonner si tu fais de la pub. La pub, tu peux vraiment cibler les personnes à qui tu vas vendre tes produits. C'est ça. En plus, toi, tu es très doué pour les accroches et pour faire des... Tu vois, si tu sais faire des bonnes accroches, tu vas faire des vidéos des pubs qui vont capter l'attention et tes pubs vont performer beaucoup mieux. En fait, si tu sais faire des bons contenus, tu sais faire des bonnes pubs. Mais très peu de créateurs de contenu font des pubs parce que généralement, les gens qui font des pubs, c'est les gens qui savent pas créer de contenu organique qui marche. Ok, intéressant. Et donc, quand tu es un créateur qui sait créer des contenus organiques qui marchent et que tu te dis je vais quand même faire des pubs, tu peux avoir des performances qui sont très très bonnes. Et en fait, avec les pubs, elles vont pas s'embarrasser, si tu veux, de juste faire des vues pour faire des vues. Elles vont aller chercher directement des clients. Excellent. Tu as des trackers qui vont savoir si les gens derrière s'inscrivent ou achètent. Et YouTube ou Insta va optimiser ta publicité pour qu'elle soit montrée aux gens qui sont les plus susceptibles de s'inscrire ou d'acheter. Ok. Donc je pense que pour ce que tu fais, en plus tu as déjà une offre bien rodée, tu serais pertinent de faire de la pub. Et moi aujourd'hui, le plus gros de mes clients viennent de la publicité. Hyper intéressant. Bah, j'ai discuté avec Elliot il y a pas longtemps, qui m'a trop cool ce mec. Elliot aussi. Meunier. Ouais, Elliot Meunier. Ouais. Ouais. Il m'a donné tellement de conseils. C'est aussi un gars en or celui-là. Enfin, Ouais. j'aimerais tellement prendre un moment, on s'est dit, pour discuter plus en profondeur avec lui, parce qu'il a l'air vraiment trop cool. Et tu vois, on se connaît à peine, il m'a donné full conseil. Enfin, on se connaît, on s'est déjà vu quelques fois, quoi. Il m'a donné plein de conseils sur la Ouais, c'est un pub et petit tout ça. génie. Ah, il est trop fort. Bah, tu peux aller installer ta tiny house à côté de la sienne. Là, il vit dans un cabanon. Ouais, je sais, ouais. sur T'as une- Ulysse sur une aussi qui a pelouse. fait ça. Ouais, c'est Ulysse le nouveau Lubin, truc. Il faut faire ses conneries. Moi, j'ai vu faire ça, je me suis dit, bon, ok, il a 18 ans, il faut faire ses conneries quand on a 18 ans. Puis après, il va s'acheter une maison en dur. Toi, t'as fait ça avec ton van, c'est ça? Ouais, je suis passé par là aussi, je sais ce que c'est, voilà. Mais tu sais, t'as vu Les Trois Petits Cochons? Ouais. Le dessin animé? Le dessin animé, non, mais je connais Ou l'histoire. l'histoire, tu connais l'histoire des Ouais, Trois je Petits connais, Cochons? ouais, Bah quand voilà. même. Le grand méchant, quoi, voilà. Je vois Ça pas veut le dire dire, le que grand la méchant. conclusion, c'est qu'il faut avoir une maison solide. Ah, tiens. Les cabanons en bois, ça tient pas la route, quoi. Bref, Ouais. Pas moins longtemps qu'une vraie maison, c'est sûr. c'est ça. Ok, donc aujourd'hui, tu as ton activité qui tourne. Source de trafic, YouTube, toujours un peu TikTok, Instagram. Ouais. Tu t'es fait connaître quand même auprès du grand public via ces plateformes-là, notamment TikTok. Il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue et tout. Tu fais des millions de vues. Ouais. Euh, Bon résumé. Aujourd'hui, tu vends des formations. Tu t'es resté sur un système de petits produits. Tu en lances toutes les 2 semaines, tous les mois. Là, j'ai tout refait. Ouais. Enfin, depuis justement que j'ai découvert un petit peu à qui je m'adressais, j'ai refait une page de vente. Alors, c'est encore perfectible, hein, bien sûr. J'ai refait mon site web, etc. Et puis, j'ai tout l'idée. J'ai gardé que 2 formations. Et là, je vais mettre en place je suis en train de mettre en place un système. Je l'ai mis en place à 70% là pour l'instant, pour que ça se vende avec le moins d'efforts possible sur le marketing.
tu vois. Ce que je veux, c'est pas forcément taper des revenus de fou, c'est juste avoir un truc qui tourne pour que je me concentre sur ce que j'aime, c'est-à-dire l'hypnose et créer des vidéos pour partager ce que je sais faire, quoi. Et puis améliorer aussi mes formations, s'occuper de mes élèves et tout ça. J'ai envie de me concentrer là-dessus plus que sur le marketing, l'optimisation à fond, etc. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu vis de ton activité? J'ai pu m'inscrire à la même salle de sport que toi. Tout à fait. Et maintenant, je fais des... Et ça, c'est un gage de réussite. C'est un gage de réussite. Et je peux faire des saunas hammam tous les jours. Ouais. Et ça, c'est dingue. Et écoutez Andrew Huberman. Vous allez voir à quel point c'est intéressant de faire des saunas et des hammams tous les jours. Il est complètement gourotisé. Donc voilà, montez votre business en ligne, comme ça vous pourrez aller dans une bonne salle de sport. Et voilà, et écoutez les conseils d'Andrew Huberman. C'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion, ouais. Ok, bah écoute, moi je trouve que c'est vraiment impressionnant ce que tu as monté. C'est top, tu as monté ton truc en organique, ça te ressemble vachement. Tu vis vraiment d'un truc qui te passionne, un truc que tu as découvert quand tu avais 14 ans en voyant un mec faire ça dans la rue. Aujourd'hui, c'est ton métier. Je pense qu'on a tous une histoire un peu similaire. On n'était pas prédestinés à ça. Moi, j'ai découvert, pareil, mathématiques par hasard sur un blog quand j'avais 17 ans. J'étais fasciné par ça, j'ai monté mon truc et puis en fait, ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi ça l'entrepreneuriat, tu vois, c'est pas quelque chose qui est écrit, c'est pas quelque chose qu'on prévoit depuis la petite enfance. C'est un truc qui nous tombe dessus un peu par hasard, une opportunité, un jour on l'a saisit. Souvent on en teste plein et il n'y a rien qui marche. Et puis un jour c'est la bonne, un jour c'est le truc qui fonctionne pour nous, qui match avec notre personnalité. On construit nos trucs, au début c'est lent, c'est laborieux, on a des succès, des échecs. Et puis petit à petit, tu vois, on construit quelque chose qui fonctionne. Et après, on essaye de persévérer. Moi aujourd'hui, mon objectif c'est la longévité. J'essaie de faire ça le plus longtemps possible, de progresser, de faire partie des meilleurs. C'est quoi aujourd'hui ton objectif par rapport à ton activité? Moi, mon objectif, c'est toujours pareil, c'est de découvrir les techniques les plus rapides pour hypnotiser. Okay. Donc monter tes propres méthodes d'hypnose, les faire connaître. C'est plus profond que ça en fait, parce que ça c'est un peu l'objectif que je partage, mais au fond, l'objectif pour moi derrière l'hypnose, c'est de découvrir ce que c'est que la conscience. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, quoi. Tu vois, on parle souvent de voyage. Tu vois, le lien, il a l'air tellement loin, mais tu vas comprendre le lien. On parle souvent de voyage. Aujourd'hui, tu sais, il y a le voyage... T'as le capitalisme romantique, il faut voyager, etc. C'est trop bien de voyager. Et bah, c'est bizarre, mais moi, j'ai beaucoup voyagé. Je pense que toi aussi. Et je sais pas si toi, t'en arrives à la même conclusion. D'ailleurs, j'aimerais bien voir ton avis là-dessus. Mais je trouve que les plus gros déclics que j'ai eu dans ma vie, je les ai eus en caleçon dans ma chambre, en lisant un livre ou en regardant une vidéo sur YouTube. Et moi, ces plus gros déclics, je les ai eus en comprenant peut-être des choses un peu plus profondes sur ce que c'est que la conscience humaine. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus depuis toujours. Et ce qui me... Je sais pas, j'ai un shot de dopamine énorme quand je découvre des choses sur la conscience. Ouais. Et toi, enfin, je sais pas si toi, tu as la même conclusion par rapport au voyage, parce que toi aussi, tu as beaucoup voyagé. Est-ce que c'est le voyage qui t'a apporté les plus gros déclics de ta vie ou... Il y a un truc quand t'es dans un environnement non familier, il y a des trucs qui s'ouvrent dans ton cerveau, tu vois. Okay. Je suis plus créatif, je suis plus ambitieux souvent, je suis plus enthousiaste, je me sens plus libre. En fait, moi, je suis très connecté j'ai besoin de me sentir libre au quotidien. Mais à Paris, ça passe par quoi? Par des balades, tu vois, des trucs assez simples. Et en voyage, je le ressens beaucoup plus, ce sentiment-là. Et c'est un truc qui me donne des ailes, tu vois, et qui me rend plus créatif. Intéressant. Donc moi, je l'utilise aussi dans mon activité comme ça. Je sais pas si j'ai fait des grandes découvertes en voyage, mais c'est un truc, c'est l'ouverture, tu vois. Okay. L'ouverture au monde, abolir les frontières. Cette sensation de liberté, quoi. Liberté. Quand t'es hyper loin de chez toi. Nouvelles possibilités, tout est possible. C'est excitant. Okay. C'est l'aventure. Bah, en tout cas, écoute, t'es un des mecs les plus intéressants que j'ai rencontrés ces dernières années. Bah, merci à toi. Et je suis content. En plus, tu m'as fait rencontrer plein de nouvelles personnes. Je suis content que tu viennes à la même salle de sport que moi parce que ça nous permet de discuter un peu, d'avoir des conversations intéressantes. Mais du coup, on s'entraîne pas. Du coup, on s'entraîne moins. C'est clair. C'est clair. Si les gens s'intéressent à ta thématique ou s'ils veulent voir à quoi ressemble ton activité, et je les invite d'ailleurs à aller voir un petit peu aussi ce que tu fais, tes formations sur Podia et tout, parce que c'est propre, c'est bien fait. Tu vois, tu disais que c'était moche avant, bah ça l'est plus. Tu vois, aujourd'hui, c'est élégant, c'est fonctionnel. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qu'il faut taper sur YouTube, sur Google, sur TikTok pour te trouver? Bah, tu mets Haïm H, mon prénom, quoi. Haïm, okay. H-A-I-M, un H. Ou tu mets Apprends l'hypnose. Voilà, vous pouvez mettre Apprends l'hypnose sur tous les réseaux qui existent. Vous allez voir ma tête. Elle est facile à reconnaître. J'ai des longs cheveux comme ça, partout. Parfois, j'enlève ma perruque, mais c'est assez rare. En vrai, il est chauve. Les gens ne le savent pas. Mais...
Ok, bah écoute, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et Avec plaisir. allez voir ce qu'il fait et puis à la prochaine du coup. Prochaine. Bah, à tout de suite, quoi. Enfin, À tout de suite, on on se va voit aller tout de suite. bouffer nous. Ouais. Ouais.